Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Rumpoipan Kiokeo et mon nom diminutif est Homme. Du coup, vous pouvez m'appeler Homme. Et je suis actuellement un postdoctorant à CNES. Mon domaine d'expertise est la météo de l'espace. Et aujourd'hui, je vais introduire à la modélisation des séries temporelles avec les réseaux de neurones artificielle à l'aide de TensorFlow et Keras qui sont des frameworks open source. Tout le monde peut accéder, peut utiliser TensorFlow. C'est développé par Google Brain et c'est gratuit, on peut tout utiliser. Et d'abord, je voulais savoir, est-ce que vous avez déjà travaillé avec des séries temporelles? Levez la main si ouais, la plupart ouais, des gens. Et en Python aussi, ouais, à peu près. En machine learning, est-ce que vous avez déjà développé un modèle de machine learning? Oui, un peu, ouais, très bien. Et alors, aussi en deep learning? Oui, il y a ouais, une personne qui peut m'aider cet après-midi. Bon, ok. Le but aujourd'hui est d'apprendre de A à Z comment modéliser des séries temporelles avec des réseaux de neurones. Ok, pour commencer, je vais introduire à la régression de séries temporelles. Ensuite, ce serait le réseau de neurones pour les séries temporelles. Ensuite, je vais introduire TensorFlow et Keras et comment construire de A à Z un pipeline pour faire la modélisation avec les réseaux de neurones. Et ensuite, cet après-midi, ce serait le TP sur la prévision des séries temporelles. J'ai plusieurs exemples pour faire les prévisions. Il y a des thématiques sur le climat, la météo de l'espace et la consommation d'électricité. Du coup, j'espère que vous allez apprendre plusieurs choses cet après-midi. Ok, pour les séries temporelles, en fait, ils sont juste des observations ou les mesures prises dans le temps. Ils sont caractérisés par un ordre temporel. Parfois, il y a une présence de tendances, de patterns, de variations saisonnières sur une période de données. Ici, c'est un exemple de données de séries temporelles. Ici, c'est un nombre de voyageurs en avion à partir de 1949. Et vous voyez qu'il y a une tendance croissante et il y a plus de voyageurs pendant l'été par rapport en hiver. Et il y a cette tendance-là. Un autre exemple, c'est le nombre de tâches solaires avec le temps. On voit bien qu'il y a un cycle tous les 11 ans et ça dépend. Du coup, ça veut dire qu'il y a la tendance, la saisonnalité sur une période de données. Il y a plus d'exemples. Par exemple, le rendement de récolte en tonnes en France. Chaque année, les relevés des températures, le cours des actions, le taux de chômage chaque année. Et je suis sûre que vous avez des exemples dans votre domaine. Avec les séries temporelles, on a plusieurs composantes. Par exemple, on a le niveau qui est une valeur de référence ou une ligne de moyenne. On a la tendance croissante ou décroissante. On a la saisonnalité, les patterns qui sont répétitifs, et puis on a du bruit qui peut être explicable ou non explicable. Qui peut être expliqué par le modèle ou pas. Et toutes les séries temporelles ont un niveau. La plupart ont du bruit et la tendance et la saisonnalité sont facultatives. Par exemple, ici, on a le prix du Bitcoin en octobre. On voit une tendance qui est croissante, mais tout d'un coup, il y a un changement rapide ici suite à l'élection présidentielle aux États-Unis. Et du coup, on peut expliquer la tendance, le bruit, ça peut être systématique ou pas. Et ici, c'est un exemple de la décomposition des séries temporelles de nombre de voyageurs.
on peut décomposer en tendance la saisonnalité et du bruit. Ici, c'est un exemple. Avec les séries temporelles, on peut soit modéliser, soit faire une prévision. Modélisation, c'est juste de expliquer les variations passées et présentes. Et pour les prévisions, c'est pour prédire la variation dans le futur avec le temps T+1, T+2. Là, c'est les définitions. Et avec la prévision, il y a beaucoup plus d'incertitude. Peut-être notre modèle peut bien expliquer ou pas la variation dans le futur. Et il y a plusieurs exemples. Par exemple, on peut prédire les précipitations mensuelles à Toulouse. On peut prévoir les cours d'une action chaque jour. On peut prédire le nombre de voyageurs de train par jour. Puis aussi avec le clavier, maintenant on a un système pour on a plusieurs algorithmes pour compléter une phrase. Par exemple, sur votre clavier, peut-être qu'il y a plusieurs suggestions. Et ici, c'est aussi un problème de prévision de temps. En fait, avec des phrases, on peut les transformer en chiffres, puis essayer de prédire les chiffres suivants. Et les chiffres peuvent être transformés en mots. Et là, c'est aussi notre exemple de série temporelle. Ouais, voilà. Il y a plusieurs types de prévisions. Par exemple, c'est des prévisions univariées. Ça veut dire que vous allez prédire une valeur cible dans la série temporelle à partir d'une seule variable. Par exemple, on a la température qui est mesurée avec le temps et vous voulez compléter la température suivante à 11 heures. Et vous pouvez décrire cette prédire la température avec une équation analytique. Ici, si on est basé sur une seule variable, ça veut dire que c'est un problème de autorégression. Si le problème consiste de plusieurs variables, on fait plutôt les prévisions multivariées. Et ici, on peut prédire une variable ciblée à partir de plusieurs variables. Par exemple, on peut prédire la température à partir de la pression, d'humidité, etc. Et là, c'est et du coup, on peut classifier des problèmes de type univarié ou multivarié. En fait, on a des méthodes classiques déjà pour faire les prévisions des séries temporelles. Des méthodes classiques consistent par exemple de méthodes d'autorégression. Par exemple, si on a la température de chaque jour, on peut faire un plot de corrélation de la température à chaque instant T avec l'instant suivant. Et on voit bien qu'il y a une corrélation et à partir de ça, on peut décrire une équation pour prédire la température à chaque instant. Et on peut aussi incorporer la saisonnalité dans la prévision. Ici, c'est un exemple de modèle ZARIMA, forecast with some seasonal autoregressive integrated moving average. Et à part de ça, on a aussi des modèles analytiques et physiques. Vous comprenez bien, vous avez la connaissance du domaine. Par exemple, vous avez des lois physiques et du coup, vous pouvez prédire la tendance du futur. Mais ces méthodes-là, ils sont adaptés pour des problèmes univariés avec quand vous n'avez pas beaucoup de données ou vous avez une bonne expertise dans le domaine. Maintenant, on va regarder le machine learning pour des séries temporelles. Ouais. En fait, dans l'intelligence artificielle, c'est un domaine très, très large. On a un machine learning dedans et deep learning, c'est une partie de machine learning. Et avec un machine learning, on peut déjà faire des régressions
dans les séries temporelles, par exemple, avec le modèle de régression linéaire. XGBoost, c'est une méthode de gradient boosting. Un arbre de décision, genre Random Forest, ou des modèles, des autres modèles qui consistent en méthode de réduction. Après, on peut utiliser déjà aussi le modèle de deep learning, genre les réseaux de neurones récurrents à mémoire à long terme. Il y a des transformers qui est utilisé par le ChatGPT. Et tout ça, ils sont convient aux problèmes multivariés quand on a un grand ensemble de données. Et lorsque vous avez quelques idées sur la manière de prévoir les données, même si c'est pas complet, il faut avoir une idée comment faire des prévisions. Et parfois, on n'a pas de paramètres spécifiques pour faire la modélisation, et le deep learning peut aider pour faire le paramétrage ou feature extraction pour les entrées. Et du coup, c'est possible avec le modèle genre CNN, par exemple. Par contre, s'il n'y a pas de tendance dans les données du tout, rien ne fonctionnera. Il faut avoir un bon ensemble de données. Et aujourd'hui, je vais introduire le workflow classique à partir de téléchargement de données, puis visualiser les données, puis préparer, puis construire un modèle, puis ajustement des modèles, etc. OK. Il faut savoir que quand on entraîne un modèle à IA, c'est très coûteux et onéreux par rapport au modèle classique. Souvent, si on utilise les centres de données, ça demande beaucoup de temps de calcul ou même sur votre ordinateur. Ça demande beaucoup d'électricité, la consommation d'eau, électronique, fabrication de composants électroniques, etc. Ça veut dire qu'il faut avoir une bonne raison pour utiliser le deep learning. Par exemple, si les modèles classiques ne fonctionnent pas, OK, on va regarder le modèle machine learning, puis deep learning. Ou si les problèmes de prévision ne sont pas linéaires, si le problème est assez complexe, vous pouvez utiliser le machine learning. Si vous avez beaucoup de données, OK, on peut essayer, ou si les données sont limitées, si c'est possible d'augmenter les données, ça vaut la peine d'utiliser le deep learning. Et une autre raison est que si vous avez besoin d'un modèle qui est rapide et pratique pour déployer en temps réel, par exemple la prévision de température de chaque jour, vous avez besoin d'un modèle qui est moins coûteux par rapport à un modèle physique. Du coup, c'est assez rapide une fois entraîné les modèles de machine learning. L'étape la plus importante, c'est de formuler le problème. Quelles sont vos entrées et vos sorties? Est-ce que vous avez les données qui sont exogènes ou endogènes? C'est ça le mot. Ouais, endogènes ou exogènes. Et quelles sont les données? Est-ce que les données sont structurées ou non structurées? Est-ce que le problème peut être formulé comme classification ou régression? Puis, est-ce que c'est un problème de univarié ou multivarié? Est-ce que vous essayez de faire les prévisions dans une seule étape ou dans plusieurs étapes? Et puis, est-ce que vous avez besoin d'un modèle statique ou dynamique? Dynamique, ça veut dire qu'on met à jour le modèle suivant au fur et à mesure. Et est-ce que les données sont contiguës ou non? Et pour savoir tout ça, on peut commencer avec la visualisation des données, avec des analyses statistiques et bien sûr avec la connaissance du domaine. Et puis, on peut aussi demander aux parties prenantes du projet pour savoir qu'est-ce qu'on veut avec votre modèle. Voilà. Yes?
Ouais. Endogène. Endogène, ça veut dire que les variables sont internellement influencées. Par exemple, si la température dans la salle est influencée par le soleil dehors ou les variables dans la salle. Est-ce que les variables sont intrinsèquement corrélées ou c'est influencé par des autres choses? Oui. Maintenant, on va voir comment explorer les données. Bien sûr, on peut commencer par la visualisation en fonction du temps. Et on peut décomposer les séries temporelles avec des méthodes comme le filtrage. On peut réduire la tendance du bruit pour voir les patterns. Puis, on peut analyser les corrélations entre les variables indépendantes et dépendantes. L'analyse la plus simple, c'est la corrélation de Pearson. Ici est 1. Ça veut dire que les deux variables sont fortement corrélées linéairement. Voilà. Et si c'est -1, c'est anti-corrélation. Et si c'est 0, ça veut dire que les deux variables ne sont pas corrélées du tout. Et s'il n'y a pas de corrélation linéaire, on peut tester avec la méthode pour chercher la corrélation non linéaire. Ici, il y a une méthode qui s'appelle la mutual information, les informations mutuelles. Avec les séries temporelles, on peut calculer la fonction de densité de probabilité, puis on cherche si les deux, on dit ici probability density function, sont, si les deux PDF se chevauchent. Et si c'est 1, ça veut dire que les deux variables sont corrélées non linéairement. Et si c'est 0, c'est pas corrélé. Et du coup, avec les deux méthodes simples, vous pouvez déjà analyser les corrélations entre des variables. Ensuite, on peut aussi utiliser des modèles machine learning. Par exemple, il y a des méthodes genre arbre de décision, des random forest, gradient boosting. Et du coup, il y a plusieurs méthodes. Et en fait, c'est pour ce qui est important est qu'il faut préserver la structure temporelle des données. C'est pas comme des problèmes de classification ou autre, parce que les problèmes temporels, c'est très spécifique. Et c'est important pour que la méthode ne puisse pas tricher en exploitant les observations futures. Et avec la méthode comme Random Forest, on peut comprendre quelles sont des caractéristiques ou variables importantes qui influencent la prévision. Par exemple, si on essaie de prédire la température et on a plusieurs variables possibles, on peut analyser à partir de Random Forest pour voir si chaque variable est très présente dans tous les arbres, dans le Random Forest. Et avec cette méthode, on peut voir une corrélation aussi avec des autres variables. Et avec le random forest, on peut aussi faire les régressions, juste qu'il faut préserver l'ordre temporel. Maintenant, c'est le réseau de neurones. Du coup, le réseau de neurones est inspiré par le neurone biologique. Et en fait, le Artificial Neural Network, ANN, c'est le neurone le plus simple. Ici, c'est appelé un perceptron. Il se compose d'une seule couche d'entrée avec plusieurs neurones qui correspondent aux entrées. Ouais. Et pour chaque connexion ou chaque entrée, on a des pondérations. Ici, pour chaque perceptron, on calcule la somme, puis on a une fonction d'activation qui va permettre la non-linéarité dans la fonction, puis on donne la sortie.
Avec le ANN, il n'y a pas de couche cachée, c'est juste un seul perceptron, c'est très simple. Avec le MLP, multi-layer perceptron, c'est un type de ANN qui se compose de plusieurs couches cachées. À droite, ici, on a un MLP avec une couche d'entrée, deux couches cachées et une couche de sortie. Ici, les neurones dans le MLP utilisent la fonction d'activation non linéaire qui permet le réseau d'apprendre les tendances complexes. Ouais, avec plusieurs couches, on peut avoir les relations non linéaires. Et le MLP est très efficace pour les problèmes de classification, de régression et reconnaissance de forme ou de motifs. Maintenant, on va passer au réseau de neurones conçus spécifiquement pour des séries temporelles. Contrairement aux problèmes plus simples de classification, et de régression, les problèmes de série temporelle ajoutent la complexité de l'ordre de la dépendance temporelle entre les observations. Les réseaux de neurones ici aident à surmonter des limites des méthodes classiques telles que la dépendance temporelle fixe, les données univariées ou les prévisions en une étape. Certaines architectures peuvent être adaptées aux problèmes des séries temporelles, comme le multi-layer perceptron, convolution neural network. Mais il y a aussi des architectures qui sont conçues pour les séries temporelles, comme le recurrent neural network et les transformers. Voilà. Et avec le MLP, on a au moins une seule couche cachée. Maintenant, comment ça marche le MLP? Du coup, le MLP est le réseau de neurones le plus simple. Il établit une approximation de fonction de mappage, de mapping, ou mise en correspondance entre les variables d'entrée et la sortie. Le MLP est très robuste au bruit. Il permet des relations non linéaires dans les fonctions de mappage. Et l'intérêt de couches cachées est d'apprendre des combinaisons non linéaires de variables d'entrée. Et la fonction d'activation ici, en fait, on a la fonction d'activation pour chaque neurone. La fonction d'activation aide le réseau de neurones à utiliser les informations importantes tout en supprimant les points de redonnées qui sont pas pertinents. Et c'est pour ça que les réseaux de neurones arrivent à comprendre des relations non linéaires entre les entrées et la sortie. Maintenant, on va voir comment le MLP apprendre. Un autre mot pour le MLP, c'est le feed-forward ou FNN. OK. Ici, le MLP utilise l'algorithme de feed-forward ici où les données sont propagées dans une seule direction. Il utilise aussi l'algorithme de rétropropagation qui est une méthode pour ajuster les pondérations afin d'obtenir une solution optimale. À la fin de chaque époque, qui est une étape d'apprentissage, on calcule la fonction de perte ou loss function. Par exemple, on peut définir l'erreur de quadratique moyenne pour la fonction de perte pour mesurer le taux d'erreur. Et après la première itération, le gradient d'erreur quadratique moyenne pour chaque paire entrée et sortie est calculé. Et puis ensuite, avec la rétropropagation, les pondérations de la première couche cachée seront remplacées par cette valeur de gradient. Et avec ces méthodes de répétitives, on peut ajuster les pondérations, les biais dans les réseaux de neurones afin d'avoir
une fonction optimale pour prédire les sorties. Et du coup, on répète le processus jusqu'à le seuil de conversion soit atteint. Maintenant, on verra le réseau de convolutionnel ou le CNN. C'est un réseau le plus courant, je crois. C'est un type de réseau qui est conçu pour traiter efficacement les données d'image. C'est très efficace pour le problème de computer vision. Par exemple, les classifications des images, la localisation d'objets ou le sous-titrage d'images. Ici, le modèle, la CNN, apprend à extraire automatiquement les caractéristiques des données brutes qui sont directement utiles pour le problème traité. Une séquence des séries temporelles peut être traitée comme une image qu'un modèle CNN peut traiter ou lire. Et contrairement au MLP, les CNN ne n'existent pas, le modèle apprennent directement à partir des observations de décalage, le lag observation, voilà. Et le CNN est très efficace pour l'apprentissage des caractéristiques. Par exemple, on peut identifier automatiquement les features dans les images. On peut extraire ou distiller les caractéristiques saillantes à partir de données brutes qui se rapportent directement au problème de prédiction modélisée. Maintenant, on va voir le réseau de récurrents. Le RNN, réseau de récurrents, est un ensemble d'algorithmes qui permet de traiter des séquences en conservant la mémoire ou l'état de la valeur précédente dans la séquence. Il permet de traiter des séquences telles que des phrases, des cours de bourse quotidiens, etc. Et du coup, le RNN est conçu pour les séries temporelles. Ici, on a un schéma qui indique que les entrées est passé par une couche cachée, puis il y a une flèche qui revient vers la couche cachée avant de donner une sortie. Et si on déplie ce préceptron, on peut voir que pour chaque couche cachée, on prend l'entrée de temps du passé. Si on mathématiquement, on peut écrire cette relation pour chaque couche cachée à chaque instant t. On utilise la couche cachée à temps t-1. Et il y a une différence. Il y a des différences entre le réseau RNN et un feed-forward. Ici, si vous voyez le schéma, il y a une flèche qui revient vers la couche cachée. Et pour, après de calculer pour chaque couche cachée, on peut calculer la sortie en utilisant la couche cachée qui est calculée pour chaque instant. Ici, c'est une autre, autrement dit, avec le modèle de feed-forward, la couche cachée calcule avec cette fonction qui est assez simple. Il n'y a que les entrées, puis on donne la sortie avec ces équations. Avec le réseau RNN, les équations sont plus compliquées parce qu'on prend en compte aussi la couche cachée à instant t-1. Et contrairement au feed-forward, on utilise l'algorithme de backpropagation through time pour calculer, pour ajuster les pondérations dans les réseaux de neurones. Le problème avec le réseau RNN est que quand la séquence est très longue, le gradient peut disparaître ou exploser. Et du coup, on peut pas entraîner le modèle du tout. Du coup, c'était un problème typique avec les séquences très longues en utilisant le RNN. La solution est le réseau de neurones long short-term memory
qui est conçu pour traiter le gradient qui se disparaît ou s'explose dans les RNN et qui survient avec des longues dépendances temporelles. Et pour ce faire, le RSTM stocke davantage d'informations en dehors de flux de travail traditionnels des réseaux neuronaux dans des structures appelées gated cells. Du coup, ici, c'est une cellule avec plusieurs portes. Premièrement, on a la porte de sortie qui dit les entrées dans la cellule. Puis, on a la porte d'entrée ici avec cette fonction. On a la fonction d'activation pour chaque porte. Et puis, on a la porte pour oublier les informations qui sont moins pertinentes. Et ici, pour chaque porte, on a une fonction d'activation sigmoïde pour avoir des sorties entre 0 et 1. Du coup, avec ces trois portes, on a la mémoire cachée à court terme. Ensuite, on peut ajouter une autre porte, genre le candidate memory. Ici, c'est pour intégrer le contenu de la mémoire ancienne, qu'il s'agit des longues dépendances temporelles. Ici, on introduit la mémoire candidate avec la fonction d'activation hyperbolique tangente avec une sortie entre -1 et 1. Du coup, dès qu'on ajoute cette porte, on incorpore aussi les mémoires qui sont pertinentes à mémoire longue. Et au final, on peut calculer la mémoire à long terme avec cette fonction. Voilà. Et enfin, ouais, ok. Je pense que j'ai oublié quelque chose ici. Ouais. Et pour incorporer la mémoire à long terme, ici, on fait une multiplication élément par élément entre la porte oubliée et la mémoire candidate. Et puis, on ajoute la multiplication élément par élément entre la porte entrée et la mémoire candidate. Et enfin, avec cette cellule complète, on incorpore l'état à long terme de la cellule et l'état à court terme dans la sortie. Et ici, la sortie YT égale à la couche cachée à l'instant T, ou la multiplication élément par élément entre la porte de sortie et la tangente hyperbolique de la mémoire candidate. Et en fait, une cellule RSTM, c'est un réseau de neurones en soi. Ici, les équations sont calculées à chaque instant T. Et les réseaux de neurones RSTM sont très populaires grâce à son efficacité. Et pour le TP cet après-midi, on va se concentrer sur ce type de réseau parce que c'est plutôt classique pour les réseaux de récurrents. Au-delà de et aussi avec le réseau de neurones récurrents profonds ou deep learning, c'est juste d'avoir plusieurs couches cachées. Par exemple, si on a un réseau de neurones avec 3 couches cachées ici, on peut déplier le réseau pour chaque instant T. Et on peut formuler selon le problème. Si c'est un problème, on peut choisir une architecture de réseau de neurones qui correspond au problème. Par exemple, si c'est un problème univarié, on choisit one-to-one architecture. Si c'est
s'il y a plusieurs multivariables, on peut faire one-to-many ou many-to-one, comme ça. Et ça peut être aussi many-to-many, ça veut dire que vous avez plusieurs variables d'entrée et plusieurs variables de sortie. Ok, il y a il y a aussi des autres types de réseaux de neurones récurrents. Par exemple, on a la GRU, le Gated Recurrent Unit, qui sont plutôt similaires au RSTM, mais c'est beaucoup plus simple. Ici, vous voyez qu'il y a il y a seulement deux portes, et c'est aussi pour traiter le problème du gradient qui se disparaît. Et avec la GRU, on peut aussi décider quelles informations sont retenues pour la prévision de futur. Le STM est sorti et publié en 1997. La GRU, c'est en 2014. Du coup, c'est beaucoup plus récente. La performance est plutôt similaire, mais c'est beaucoup plus efficace. Et il y a des autres types de RNN, genre Bidirectional Recurrent Neural Network, qui est pour compléter les séries temporelles au milieu. Ça veut dire que si vous avez une phrase, vous avez le mot au début et à la fin, vous pouvez compléter le mot au milieu. Parce que ici, on prend les entrées dans le futur pour prédire l'instant de présent. Voilà. Et il y a aussi encoder, decoder architecture et sequence to sequence qui est pertinent pour des phrases, pour compléter des mots. Et au début, le sequence to sequence est utilisé par Google Translate. Au-delà du RNN, maintenant, on a le modèle qui est très populaire, qu'il s'agit de Transformer. Et c'est une base maintenant pour le Natural Language Processing ou NLP ou Large Language Model comme ChatGPT. Par exemple, l'équipe de Google Brain a comparé l'efficacité de la traduction entre anglais et français par plusieurs modèles. Et ici, on voit bien que le transformer est très efficace par rapport au RNN et CNN pour traduire entre les deux langues. Je pense que, ouais, avec le réseau de neurones profonds, il y a plusieurs avantages. Par exemple, la fonction de mappage est arbitraire, ça veut dire que ça peut être linéaire ou non linéaire. Et on peut avoir des problèmes multivariés, mais c'est important de définir, de formuler le problème. Puis, il faut bien choisir quel type de réseau. S'il y a une dépendance temporelle, il faut utiliser le RNN. S'il n'y a pas, il faut utiliser le modèle simple, genre MLP. Et si vous avez besoin de paramétrer les entrées, il faut utiliser le CNN. Mais on peut combiner les deux pour avoir le maximum efficacité de tous. Voilà. Je pense que on fait une pause ici pour 5-10 minutes. Ok. Maintenant, je vais introduire le TensorFlow et Keras et comment construire un pipeline de réseau de neurones complet de A à Z. Allez. Tout d'abord, ça ne fonctionne pas. Il faut changer les diapos. Vas-y. Ok. Le TensorFlow est une bibliothèque. Merci. C'est une bibliothèque logicielle open source qui est développée par Google Brain, qui permet à quiconque d'utiliser l'apprentissage automatique en fournissant les outils nécessaires pour former son propre réseau de neurones.
Et le TensorFlow peut fonctionner sur différentes plateformes et appareils et il possède des fonctionnalités telles que des métriques, la fonction de l'os et les extensions, etc. Et c'est assez facile de construire un modèle. On peut voir une production robuste de ML en tout lieu et on peut avoir des expérimentations puissantes pour la recherche. Le TensorFlow 2 est sorti, a été publié en septembre 2019 et maintenant la part de marché de TensorFlow parmi les articles de recherche était en baisse au profit de PyTorch développé par Meta. Et du coup, maintenant, ça devient moins populaire, mais c'est toujours puissant. Et le TensorFlow sert de plateforme et de bibliothèque de base pour l'apprentissage automatique, les API de TensorFlow et le Keras. Et pour permettre aux utilisateurs de créer les propres modèles d'apprentissage automatique. Et c'est assez simple d'utiliser le TensorFlow comme back-end de votre modèle. Ici, on peut importer en Python, import TensorFlow STF. Puis, on peut hygiéniser un modèle avec modèle égal à séquentiel. Ça veut dire qu'on va ajouter plusieurs couches de réseaux de neurones, genre STM, CNN. On peut ajouter sans fin avec cette méthode. Ensuite, l'outil qui est très utile pour le suivi, la progression de l'apprentissage est le TensorBoard. TensorBoard fournit la visualisation des outils et les outils nécessaires à l'expérimentation de l'apprentissage automatique. Ici, par exemple, on peut suivre et visualiser des mesures telles que la perte et la précision. On peut visualiser des graphiques du modèle, les schémas, combien de couches on a et combien de neurones on a pour chaque couche. On peut visualiser des histogrammes, des poids, des pieds ou d'autres tenseurs au fur et à mesure qui évoluent avec le temps. Et on peut avoir des projections, des encadrements, des embeddings dans un espace de moindre dimension. On peut aussi afficher des images, des textes et des données audio. Et on peut profiler des programmes TensorFlow etc. Et pour télécharger TensorBoard, c'est deux commandes dans le Python. Ensuite, avec Keras, Keras, c'est une API d'apprentissage profond écrit en Python. Et le Keras est capable de fonctionner au-dessus de JAX, TensorFlow ou PyTorch. Du coup, tout ça, ils ont des back-end de réseaux de neurones et on peut utiliser soit TensorFlow, soit PyTorch, soit JAX et aussi développé par Google. Dans cet atelier, on utilise Keras 2. Mais la version la plus récente, c'est Keras 2 qui est sorti en octobre 2023. Avec Keras, on peut importer les couches RSTM, dense et MLP. On peut importer CNN, etc. Puis, on peut créer un modèle avec un modèle égal séquentiel. Puis, on ajoute pour chaque couche quel type de réseau on veut. Puis, on ajoute la fonction d'activation comme ça. Et c'est important de formater les données en fonction de type de réseau. Ensuite, on peut entraîner le modèle avec modèle.fit. X et les entrées, Y et la sortie. Et époque, pour chaque époque, c'est une étape d'apprentissage. Combien d'époques on veut. Puis, on choisit un modèle selon les données de validation. Ça veut dire que dès qu'on voit que le modèle est assez performant, assez efficace, on peut arrêter l'entraînement du modèle et on garde ce modèle-là. Puis, on peut définir la taille du batch. Batch, c'est
combien de données on utilise pour entraîner les réseaux à chaque fois, à chaque époque. Et ensuite, on peut ajouter aussi les callbacks. Les callbacks, c'est un truc sur Keras pour suivre la progression d'entraînement. Et on peut dire aussi qu'on va sauvegarder le modèle le plus efficace à chaque instant. Ensuite, on peut évaluer le modèle avec modèle.evaluate avec X-test et Y-test. Du coup, ce sont des données de test. Puis, on peut prédire les prédictions avec les entrées. Là, c'est un résumé très du Keras. Maintenant, on va voir le workflow complet de A à Z. Mais d'abord, on doit formuler un problème. Puis, on installe des environnements avec Keras, TensorFlow, Python, etc. Puis, parce que l'étape de l'entraînement est assez stochastique, ça veut dire que les résultats vont changer à chaque fois selon les poids au début. Au début, on donne les pondérations de façon aléatoire dans les réseaux. Puis, avec l'entraînement, on met à jour les poids et les biais pour chaque instant. Et au final, on a un modèle qui est optimal. Mais ça dépend des initialisations au début. Et du coup, chaque fois qu'on fait tourner le fitting, l'entraînement, les résultats peuvent changer. Et pour éviter ça, on va fixer les graines au début. Du coup, on dit random seed en langage de programmation. Dès qu'on fait tout ça, on va préparer les données, on va télécharger les données, on va explorer les données, puis on fait un pré-traitement si besoin. Puis, on divise les données en train, validation et test. Et on fait en 3 parties parce que pour la validation, on va valider le modèle après l'entraînement. Et test, c'est indépendant aux autres. Puis, on va, c'est quoi le mot? On va scaler, non, c'est pas le mot. Oui, on va mettre à l'échelle les données parce que c'est plus facile pour l'algorithme de travailler avec les chiffres entre 0 et 1 ou moins 1 jusqu'à plus 1. Si on travaille avec les chiffres qui sont très grands, parfois c'est très difficile de faire conversion l'apprentissage. Et du coup, on met à l'échelle les données, puis on définit quelles sont les entrées, quelles sont les sorties, puis on va formater X et Y pour qui correspondent de type de réseau. Ensuite, on va construire un modèle. On commence avec un modèle plutôt simple, avec une couche d'entrée et une couche de sortie, avec des fonctions activation simples. Puis, on donne un petit chiffre pour le nombre de perceptrons ou des neurones. Et on définit la taille du batch, la fonction de loss, de perte. Puis, on optimise, on va définir la fonction d'optimisation et le taux d'apprentissage, et on donne aussi comment suivre la progression de l'entraînement. Ensuite, on entraîne le modèle avec un suivi grâce à TensorBoard. Et après l'entraînement, on regarde les résultats, s'ils sont pertinents, s'ils sont bons. Puis, on va refaire, on va redimensionner les données qui étaient mises à l'échelle. Et maintenant, on va voir des résultats quantitatifs et qualitatifs. Et au final, on peut ajuster des paramètres dans les réseaux de neurones, puis ajouter la complexité si le modèle ne fonctionne pas très bien. Et puis, on peut aussi augmenter les données d'entraînement.
puis on peut faire une validation croisée, etc. Et là, c'est le workflow complet. Maintenant, on va regarder comment préparer les données. Comme j'ai dit, on peut diviser les données en train, validation et test. C'est important de garder l'ordre temporel parce que si on change l'ordre de données, ça va détruire tous les patterns, les tendances qui existent dans les données. Et du coup, pour commencer, on peut avoir les données qui est divisées pour l'entraînement, validation et test l'un après l'autre. Et pour les données validation, on choisit le meilleur modèle avec les données d'entraînement. Pour mettre à l'échelle les données, il y a deux méthodes. Premièrement, c'est normalisation. Du coup, on peut normaliser les données avec la valeur minimum et la valeur maximum. Et les valeurs après la mise à l'échelle, ça va être entre 0 et 1. Et où on peut aussi standardiser les données, ça veut dire que on met le centre de distribution des données au milieu. Et du coup, on peut mettre à l'échelle avec la valeur moyenne et le standard deviation. La pratique qui est la plus optimale est que on peut avoir la fonction de mettre à l'échelle à partir des données d'entraînement. Puis on peut appliquer cette fonction aux données en validation et test. Sinon, on a une fuite de données. Et avec les séries temporelles, on peut aussi mettre à jour l'entraînement. Ici, on utilise une fenêtre glissante. Ça veut dire que dès que les données sont, les nouvelles données sont disponibles, on va entraîner à nouveau les modèles pour qu'ils soient plus pertinents aux données qui sont de l'actualité. Et avec cette méthode walk forward, on va oublier les données les plus anciennes. Et du coup, on peut mettre à jour notre modèle tous les ans, tous les mois, selon la disponibilité des données. J'ai oublié de dire que pour mettre à l'échelle des données, on peut utiliser simplement la bibliothèque scikit-learn. Voilà. OK. Et comment on entraîne les réseaux de neurones? Premièrement, on définit la fonction de perte, soit avec l'erreur de quadratique moyenne ou mean absolute erreur. Et on définit la taille du batch, combien de données on utilise pour mettre à jour les pondérations dans les réseaux de neurones à chaque fois. Et le réseau, avec l'entraînement, on va optimiser le loss, la fonction de perte, avec la fonction d'optimisation. Premièrement, les pondérations dans le réseau sont initialisées avec des chiffres aléatoires. Et avec l'entraînement, on va ajuster le pas d'entraînement vers le loss qui est le minimum afin de réduire la perte ou le loss. Et ce graphique montre un terrain du loss. Le but est de minimiser la fonction de perte en se rapprochant itérativement du minimum. Et pour ce faire, on utilise l'algorithme de stochastic gradient descent ici. En fait, il y a plusieurs variantes de cet algorithme. Et maintenant, le variant qui est le plus efficace, c'est Adam. Parce que ça optimise comment on avance étape par étape dans ce terrain de l'os. Et on doit définir aussi la taille de pas. Si le taux, la taille de pas, c'est le taux d'apprentissage. Si le taux d'apprentissage est trop grand, on n'arrivera jamais
au fond du valet. Ouais, j'ai plus de laser là. Ouais, ok. Comme ça, c'est bon. Ouais. Ouais, si le pas est trop grand, on n'arrivera jamais au fond du terrain. Et si on a le taux d'apprentissage qui est très petit, ça va prendre beaucoup de temps pour optimiser le modèle afin d'avoir un modèle optimal. Et si le taux d'apprentissage est juste correct, ça va pas prendre beaucoup de temps et on arrivera au minimum du terrain. Ouais. Pardon. Yes. Stochastique. Oui. Stochastique, c'est aléatoire. Ça veut dire que le pas peut être avancé à droite ou à gauche. Ça dépend du gradient selon la rétropropagation. Ouais. Ici, par exemple, si on commence par là, ça peut être ici et arrivera jamais au fond. Ouais, du coup, ça dépend de random seed au début. Ouais. Au cours des itérations, Ouais. est-ce que tu peux tirer un nombre aléatoire de batchs aussi? À chaque itération, tu prends un nombre de batchs différents à chaque fois, et tout en balayant l'ensemble de ta base de données. Ouais. Parce que ça aussi, c'est une manière d'accélérer l'algorithme, non? Ouais. Est-ce que c'est ce qui se fait avec le batch, c'est plutôt simple parce qu'on va juste apprendre tout pour chaque entraînement. Ouais, pour gagner du temps, tu prends toute la base, tu prends toutes les données. Ouais. Mais tu les tires de manière aléatoire. Ça peut pas être aléatoire. C'est plutôt l'optimisation de pas qui est stochastique. Ouais. Oui. On verra cet après-midi pour l'entraînement pour chaque batch. Ouais, ce serait assez clair. Ok, maintenant, après avoir un modèle, est-ce que votre modèle est assez adapté? Est-ce qu'il est sous-ajusté ou sur-ajusté? Sous-ajustement, underfitting, ça veut dire que le modèle est trop simple et qu'il ne peut pas apprendre des tendances essentielles dans les données. Ça peut être parce que les données d'apprentissage sont trop petites et le modèle n'a pas vu assez d'exemples. Ça peut être ça. Et parfois, le modèle peut apprendre trop, qu'il mémorise tout des patterns et il n'arrive plus de généraliser les résultats. Du coup, il faut avoir un modèle qui est bien ajusté. Et en fait, c'est comme on fait un bon café avec une machine qui est très complexe, une machine à espresso par exemple. On doit commencer avec des grains de café qui sont assez bons, et qui ont de la caféine dans les grains. Puis, avec cette machine qui est, entraînement de réseau de neurones, il y a plusieurs boutons qui peuvent être ajustés. Et du coup, au début, ce serait pas très clair comment ajuster ces boutons-là pour avoir un bon café. Après, on a aussi l'eau qui coule pour extraire la caféine dans les cafés. Et là, c'est comme le taux d'apprentissage. Est-ce que le taux d'apprentissage est justement correct? Voilà. Et du coup, après avoir un modèle qui marche, on peut ajuster après et avec le temps, on va comprendre mieux comment ça marche cette machine et comment faire un bon modèle. J'ai oublié de dire que si le modèle a pris un peu trop, on peut ajouter une couche qui s'appelle la drop-out layer pour oublier quelques poids, quelques biais dans les réseaux pour qu'ils puissent généraliser les résultats.
Voilà, je pense que je peux faire une introduction pour cet après-midi. Et cet après-midi, on va recommencer exemple. Mais on va commencer d'abord avec l'exploration des données, avec les données du climat. Et ici, il n'y a pas de deep learning, il n'y a que random forest dans le notebook, dans Jupyter Notebook. Et ici, on va visualiser les données, on va analyser les corrélations entre des variables et formuler un problème de prévoir la température à partir des autres variables avec le modèle Random Forest. Ensuite, on va voir un problème avec le réseau de neurones STM. Ici, on essaie de prédire la perturbation du champ magnétique de la Terre qui sont influencés par la condition du soleil. Et ici, on a la dépendance temporelle dans les données. On incorpore les données du passé pour comprendre mieux comment prédire la variation dans le futur. Et ici, c'est un problème multivarié. Et il y a une option, c'est juste facultatif. Si vous avez du temps, vous pouvez essayer de mettre à jour le modèle avec des données plus récentes, avec des fenêtres, avec la fenêtre glissante. Ensuite, on a un problème de univarié qui est autorégression. Ça veut dire que ici, on essaie de prédire la température dans 12 heures dans le futur à partir des données dans le passé. Du coup, il y a une seule variable et on essaie de faire une autorégression avec le modèle LSTM. Et enfin, on a un projet qui est assez libre. Vous allez faire une copie-coller si vous comprenez le code dans ces trois exemples-là pour essayer de faire des prévisions de la consommation d'électricité dans un foyer. Ici, on a une donnée, on a des données qui viennent d'une maison au sud de Paris pendant 4 ans. Et on va faire une prévision, soit on essaie de comprendre, on essaie de prédire la consommation d'électricité dans la semaine qui vient, ou on essaie de prédire la consommation à partir de la consommation dans la cuisine, dans du lave-linge, etc. Du coup, vous pouvez essayer soit autorégressif ou un problème multivarié ou les deux si vous êtes là jusqu'à 17 heures et si vous avez du temps. Je pense que je m'arrête là et si vous avez des questions, maintenant c'est le temps. Allez-y, c'est le moment. Ou je réponds à la question dans le chat d'abord. En salle, hein, puis ok. on passe en distanciel. Bon, allez, là aussi, vous êtes tous là cet après-midi. Yes. Comment tu choisis ta loss function? La loss function, parce que c'est un problème de régression, il n'y a pas beaucoup de choix. Il n'y a que l'erreur de quadratique moyenne ou l'erreur absolue. Il n'y a pas l'entropie aussi? Non, là, c'est les classifications. D'accord, c'est la classification. Ouais. Oui. C'est arbitraire, enfin, c'est mathématique ou c'est arbitraire qu'on s'en rend compte que ça marchait mieux, ces deux fonctions de perte? Ok. Parce que pour les problèmes de classification, il y a seulement 2 choix ou 3 choix. Il n'y a pas beaucoup de valeurs possibles. Du coup, on calcule seulement juste l'entropie ou d'autres paramètres, F-score, tout ça. Mais avec la régression, on a plusieurs valeurs possibles. Du coup, c'est plus simple de calculer juste la distance entre la prévision et les données réelles.
C'est pour ça qu'on utilise le MSE ou MAE. Ouais. Pour choisir entre les deux, c'est en fonction des résultats qu'on attend. Ah, d'accord. Si c'est MSE, parce que ça dépend de la valeur quadratique, ça veut dire qu'on pénalise plus les valeurs qui sont très loin. Ouais. Mais MAE, c'est on traite toutes les valeurs dans la même façon. Ouais. Mm. Yes. Une question sur les normalisations. Ouais. En fait, par exemple, si on travaille avec des CNN Mhm. et que, par exemple, on a une carte en entrée, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux que chaque pixel ait sa propre normalisation ou est-ce qu'on choisit une même normalisation pour chaque pixel? Je pense qu'on fait une normalisation pour tous les données plutôt, parce que sinon c'est pas assez global et ça veut dire que c'est possible d'avoir des pixels qui sont des valeurs qui ont des valeurs très grandes. Ouais. Mm. Est-ce qu'il y a une autre question? À un moment, oui, tu disais que les MLP pouvaient suffire Ouais. et qu'un RNN n'était pas forcément nécessaire. Mhm. Je ne me souviens plus où c'est. Ouais. Et effectivement, on m'avait demandé, une fois, je n'ai pas su répondre, pourquoi un RNN, c'est plus qu'un MLP? Avec le MLP, on s'en fiche de l'ordre temporel. Ça veut dire que les données peuvent être mélangées de façon aléatoire et on aura toujours des bons résultats. Avec RNN, on garde l'ordre temporel. Ouais. Mm. Ouais, si les données sont indépendantes dans le domaine du temps, on utilise le MLP. Ouais. Merci. Il y a d'autres questions? Juste une question sur les LSTM. Yes. J'ai pas bien compris le concept des quarks en fait. Ok. Pour la mémoire à court terme et à long terme. Ouais. Ouais, j'ai pas C'est- très bien c'est expliqué évident. là. Ouais. Ici là. Du coup, la question est que c'est quoi la différence entre la porte de mémoire à court terme et à long terme, c'est ça? Oui. Ouais. Ok. Ici, la cellule décide quelles sont les données qui sont pertinentes pour prédire le futur. Et du coup, il y a les mémoires, la mémoire à court terme et à long terme. À court terme, ça veut dire que, ok, on prend en compte les données à T-1, T-2, mais il y a une possibilité d'avoir les données qui sont très loin, qui peuvent influencer les données du futur. Et du coup, avec cette porte-là, on peut décider en optimisant les poids. Ouais. Peut-être c'est plus clair avec un exemple. Moi, je travaille avec la météo de l'espace et du coup, on a les données qui sont juste devant la Terre et le vent solaire prend du temps pour propager vers le sol. Et du coup, ça dépend de la condition qui sont un peu loin. Ça dépend de la vitesse du vent solaire qui peuvent influencer les données au sol. Ouais. À peu près, yeah, mieux, ouais. Ok. Une autre question? On va poser plusieurs. Yes. Vas-y. J'ai une question sur cette planche-là. Pour la partie long terme et court terme, est-ce qu'on a la possibilité quand même de pondérer l'influence du long terme, par exemple, sur le court terme, ou pas du tout? Ou c'est... Ouais, en fait, ouais, ça dépend de l'optimisation. En fait, on incorpore la mémoire à long terme et à court terme. Et en fait, dans le réseau de LSTM, on peut définir combien de temps on prend en compte pour prédire le futur. On peut dire 12 heures, 24 heures. Ça dépend de processus physique ou un processus qui est en jeu pour prédire le temps. Et du coup,
le poids qui est donné à la contribution du court terme et du long terme, en fait, est décidé au moment de l'optimisation. C'est ça. Ouais. Et ouais, parce que c'est ici plutôt c'est un long-term sales state. Du coup, on a la mémoire candidate qui est la mémoire à court terme et on ajoute les entrées multipliées par en fait ouais, on a c'est T-1 ici c'est la mémoire à long terme et on ajoute la mémoire à court terme qui est multipliée par les entrées. Ouais, du coup on ajoute les deux ensemble. Ouais. C'est pour ça qu'on prend en compte la mémoire longue. Ouais. Donc, a priori, là, il y a un poids identique. Les poids. C'est une simple somme sans pondération particulière. Ici, ouais, ok. Pour la mémoire à court terme, on utilise la fonction d'activation hyperbolique tangente. Ouais. Et on ajoute ça à la mémoire à long terme. Et pendant l'entraînement, je pense que ça dépend de combien de temps on prend en compte et on optimise à chaque fois pour avoir ouais, des poids dedans dans cette cellule. Yes. Le fait d'appliquer une décalage temporel sur les variables d'entrée pour influencer la qualité de la prédiction. La question est? Est-ce que le fait d'appliquer un décalage temporel sur les variables d'entrée ouais. influencer la qualité de la prédiction? Ok, normalement, avec des méthodes classiques, on fait d'abord décaler les données, c'est ça? Oui. Et avec le réseau de LSTM, on n'a pas besoin de mettre ça nous-mêmes. Ouais, avec ça, on s'en fiche de décalage des observations. On peut juste traiter les données comme elles sont. Ouais. Parce que ça, c'est pris en compte dans ces équations-là. Ouais. Parce que le décalage peut être varié selon le processus physique. Ou si c'est une phrase, on a le mot qui va corréler avec le mot qu'on va parler ensuite, comme ça. Du coup, ça peut être long ou court dans le passé. Je ne sais pas si je suis claire, mais ouais. Moi, je l'avais fait dans le cadre de Random Forest. Ouais, Random Forest, ouais. Avec Random Forest, oui, on doit décaler manuellement les données parce que Random Forest s'en fiche de l'autre temporel. C'est pour ça qu'on fait comme ça. Mais avec le STM, on ne fait pas cette étape-là. Oui. Tu as bien compris l'articulation de ces différentes cellules dans un réseau complet. Tu peux nous remontrer la slide le réseau complet. Non, juste avant. Enfin, la slide juste après, c'est ce que tu avais tout à l'heure. Juste après. Là. Non, encore avant. Avant. Comment l'articulation des différentes cellules entre elles. Encore avant. Est-ce que tu peux revenir sur la slide où on était? Et je crois que c'est celle d'après. C'est là. c'est numéro. Approximation. La slide où on était tout à l'heure sur les LSTM. LSTM, ok. Et voilà, celle-là. Voilà. Alors la slide d'après. Voilà, là, on va expliquer comment ça s'articule ces différentes cellules. Je suis pas sûr de comprendre comment ça fonctionne vraiment. Ok. Ici ou ici? Ouais, plutôt ça. Ok. Avec le réseau de neurones profond, on ajoute une couche l'une après l'autre. Ouais. Et ici, par exemple, on a ANN, Artificial Neural Network, avec 3 couches cachées. Ouais, hidden, couche cachée 1, 2 et 3.
Et du coup, le schéma le plus simple, c'est comme ça. Mais ce schéma de réseau de neurones récurrent peut être déplié comme ça parce qu'on prend en compte les données du passé. Ouais. C'est un cas simple. On pourrait avoir Oui. beaucoup d'entrées, Ouais. plusieurs entrées et Ouais. connecter. Mais dès qu'on a plusieurs variables d'entrée et plusieurs variables de sortie, ça devient très compliqué de visualiser le schéma. Oui, c'est vrai. Ouais, du coup, le schéma le plus simple, c'est juste le MLP. Ouais. Ouais, comme ça. Du coup, on peut ajouter une flèche ici pour dire que c'est un réseau du RNN. Ouais. Une autre question? On passe aux questions en distanciel. Bon, n'hésitez pas, hein, quand on commence cet après-midi. Cet après-midi, vous êtes tous là cet après-midi? Okay. Il y a juste Erwan Cornillot. Eh bien, c'est bien toi, hein, d'accord. Ouais. Je t'avais mis en distanciel par erreur. Donc, on va passer aux questions en distanciel alors. Vous êtes sûr qu'il n'y a plus de questions en local? Voilà Raphaël, donc c'est Raphaël qui vient de rentrer, qui va aider Homme pour l'ETP, voilà, qui est donc en thèse à l'IRAP et à l'ODERA. Alors, il y avait la question, tu te souviens de la question, on va la répéter quand même, de Halloween Evie en distanciel. Merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question de très novice. Dans ces approches, est-il possible de travailler avec des variables dont le pas de temps est différent? Par exemple, des données de température ne sont pas synchrones et non régulières par rapport à une mesure biologique. Je pense que c'est possible, mais il faut définir une couche de encodeur, décodeur pour prendre en compte la différence de pas. Mais j'ai jamais travaillé avec les données avec le pas de temps différent. Les chercheurs à Montpellier, à l'Institut des sciences de l'évolution de Montpellier. Ouais, je pense que c'est possible d'ajouter une couche supplémentaire pour traiter ce décalage d'abord. Ouais. Un auto-encodeur, ça répondrait à ça? Ouais. Par échantillonnage. Oui, ouais, soit on fait un pré-traitement, soit on ajoute une couche supplémentaire. Ouais. Bien, voilà. On a répondu à... Est-ce que ça te va, Halloween, Evelyne, comme réponse? Il y a quelqu'un d'autre qui est en train de poser une question. Il dit merci. Il y a Ali Daher qui pose une question. Alors, Ali Daher, il est au LATMOS, donc c'est à Paris, il est enseignant-chercheur. Que se passe-t-il si les données à Tn-1 sont manquantes? Sont quoi? Manquantes. Manquantes. Avec le réseau, on a plus de flexibilité de travailler avec les données manquantes. Ouais. Normalement, je remplace les valeurs avec les valeurs d'interpolation. Mais la plupart du temps, ça marche aussi sans données. Ouais. Alors ça, c'est un vieux sujet de l'atelier numérique. C'était une des toutes premières qui était demandée il y a 10 ans de faire et qu'on n'a jamais fait. C'est une journée sur comment on traite les données manquantes. En fait, les réseaux de neurones, et ces méthodes-là, c'est une réponse parmi d'autres. Ouais. Il dit d'accord. Et le LATMOS, je crois que c'est l'équivalent du LAIRO. C'est un peu l'équivalent à Paris du LAIRO, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Ça fait partie de l'IPSL. C'est bien ça. Est-ce qu'il y a une autre question en distanciel? Sinon, on arrête là. N'hésitez pas, c'est votre tour en distanciel. Pas d'autres questions dans la salle? Oui, je peux poser une question. En fait, dans le domaine de météorologie, par exemple, on travaille avec des scènes temporelles qui a saisonnalité, il y a tout ce mais des fois, il y a des extrêmes. On travaille avec, par exemple, des fois avec la prévision, utilisant, par exemple, le LSTM. Est-ce qu'il y a une option, peut-être dans le LSTM, ou quand même avec le GRIO, par exemple, pour prévoir. Avec le quoi, le GRIO. Chez AU. Ouais. De prendre en compte, par exemple, la prévision de ces extrêmes-là. Je pense que. Ouais. C'est au niveau d'une partie de la série temporelle, des fois sur des lignes. Et ça, c'est toujours une question.
solution très problématique. Je pense que c'est une limite du deep learning ou de l'apprentissage automatique en gros, parce que si on n'a pas d'exemple dans les données d'entraînement, on peut pas reproduire ces extrêmes-là. Du coup, vous avez besoin du domaine expertise plutôt. Mais on peut augmenter ce type de données dans les données d'entraînement pour dire au modèle que c'est possible d'avoir des cas extrêmes comme ça. Ouais. Des autres variables externes, par exemple, Mm-hmm. aider. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Sur les événements extrêmes, on avait fait pendant le Covid, alors il y a longtemps, c'est en 2020 ou 2021, c'est peut-être un peu vieux, il y avait une journée avec des intervenants, il y avait quelqu'un qui était en position Nobia, au aéro, ça s'appelait Chenois, il y avait quelqu'un du CNRM qui avait fait et donc là, il y a les PDF sur le site web. J'en profite pour dire que ouais, c'est peut-être un peu vieux, mais bon. Non, mais c'est bon, c'est le sujet. Et sinon, tu étais intervenu aussi à la journée du 9 avril. On a fait une journée le 9 avril sur l'explicabilité, l'interprétabilité de l'IA. Et Homme avait aussi fait une présentation sur les chatbots. Ouais, avec la méthode d'explicabilité, on peut voir des variables qui sont corrélées au moment de l'événement extrême. Comme ça, dans la machine à café, vous savez quel café, d'où il est fait, s'il est fait du Brésil ou en Côte d'Ivoire. Une autre question? Non, à votre avis, Ali Baher, à votre avis, quelle architecture est mieux adaptée pour des données spatio-temporelles? Spatio-temporelle, ça veut dire qu'il y a une dépendance dans le domaine spatial et le temporel. Il faut. Ouais. Là, comme on est à moins qu'il y ait d'autres questions en distanciel, si tu veux, Ali, si tu as le micro, tu peux le brancher. Il n'a pas de micro. Il est en mobile, donc il n'a pas son micro. Il dit oui. Ouais, je dirais que on peut mélanger le modèle CNN pour extraire les features spatiales et puis on mélange le modèle avec les couches RNN. Il faut combiner les deux pour avoir les dépendances spatio-temporelles. Sinon, on n'a que la dépendance temporelle avec le STM, par exemple. Ouais. Il dit d'accord. Donc, on va arrêter là, moins qu'il y ait une autre question. Toutes les personnes en distanciel, n'oubliez pas de laisser votre évaluation. Merci dans les notes partagées ou dans le chat. Et sinon, on va couper à moitié une autre question. Pas d'autres questions, c'est sûr. Surtout en distanciel, vous ne serez pas là cet après-midi. Donc c'est le moment. Merci à ceux qui ont laissé leur évaluation dans les notes partagées. Je coupe l'enregistrement. OK.